qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse. Ce qui signifie clairement, et même très clairement, que l'Afrique doit rester à jamais dans le sous-développement ou le quasi-développement afin d'assurer le développement de l'Occident en fournissant presque gratuitement toutes les matières premières dont l'Occident a absolument besoin pour son développement, son progrès, sa puissance, son bonheur. Le pompage de l'Afrique par l'Occident installe ici le sous-développement et crée là-bas le développement. L'État-nation africain actuel ne peut pas et ne pourra pas arrêter le pompage de l'Afrique par l'Occident. Ce pompage continu signifie que l'Occident n'a aucun intérêt à ce que l'Afrique se libère et se développe. L'Occident n'a aucun intérêt à le faire. Donc les aides et les coopérations, c'est des cadeaux empoisonnés, puisqu'en fait, c'est pour freiner l'Afrique en réalité. Et nous ne le comprenons pas encore. La cause profonde du sous-développement, ce n'est pas tellement ce qu'on raconte, corruption, bonne gouvernance, mais quelle est la cause profonde qu'on ne dit pas, que les experts même africains ne disent pas pour respecter les normes des critères internationaux. La cause profonde du sous-développement, quelle est-elle de l'Afrique noire? Mais cette cause du sous-développement, c'est l'Occident. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Depuis le XIIIe siècle, à travers la traite négrière atlantique, des millions de Noirs sont pas dans les conditions qu'on sait. À travers l'esclavage, c'est-à-dire traiter des êtres humains sans droits humains comme des animaux. La colonisation, et on payait même les impôts, on vous coupait les bras, si vous n'avez pas payé l'impôt, même mort. La domination, l'apartheid, la néocolonisation, avec des structures inégalitaires et non viables historiquement, comme la France-Afrique. Ce n'est pas viable historiquement. Et eux-mêmes, ils commencent à critiquer ça, et les Africains résistent, ils veulent encore la France-Afrique. Cela fait au total près de 10 siècles nos rapports avec l'Occident. 10 siècles. On a passé par toutes les expériences, de l'esclavage aux aides et aux dettes injustes. Ça a suffi 10 siècles, non? On veut encore être abruti, sous-développé pendant 10 siècles encore? Alors, si l'Afrique possède, voilà la question, si l'Afrique possède la maîtrise de ses ressources minières, de ses forêts, de ses hydrocarbures, de ses eaux maritimes, de ses terres arables, alors l'Occident s'affaiblit inéluctablement. Donc, il faut, pour le salut de l'Occident et la domination des damnés de la terre, comme disait Frantz Fanon, il faut que l'Afrique noire soit toujours asservie, infantilisée, et on commence par le manque de respect des chefs d'État africains, infantiliser l'Afrique, la néocoloniser et du coup la sous-développer. On a intérêt à le faire par tous les moyens. Tous les instituts, toutes les écoles, tous les grands cerveaux européens travaillent sur cette question-là. Parce que si l'Afrique échappe, nous sommes... La question de l'Afrique n'est donc pas le sous-développement ou le développement. Il faut ouvrir les yeux, ce n'est pas notre question. La question de l'Afrique, on s'est trompé pendant des années dans nos cours de sciences po et tout, de sciences économiques. On s'est trompé. La question de l'Afrique n'est pas le sous-développement ou le développement. Nous n'avons pas à nous développer, ça se fait automatiquement. L'enfant qui naît ne se pose pas la question de respirer.
S'il a de bons poumons, il respire automatiquement. La question de l'Afrique est très nettement, il faut le dire, la question du rapport de force dans le monde contemporain. La question du rapport de force dans le monde contemporain. Je vais m'expliquer sur ça, en prenant des images. Pot de terre, c'est-à-dire la céramique, la poterie de terre. Pot de terre contre pot de fer, qui gagne? Qui domine? Qui dirige? Qui fait la loi? C'est tout. Hein? De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires, même dans les disputes. De pot de terre, la Chine est devenue pot de fer. Et le respect est là, même dans les affaires. De pot de terre, l'Inde est devenue pot de fer. Et l'admiration est là, et l'on signe des accords nucléaires. On nous parle de l'émergence, mais c'est quoi l'émergence? L'émergence, si souhaitée, si proclamée, c'est devenir simplement pot de fer. L'émergence, c'est pas, il faut être pot de fer. C'est pas chanter à la gloire de l'émergence, être pays émergent. Ça veut dire quoi? C'est encore une ruse de l'Occident. L'émergence pour nous, c'est devenir pot de fer. Ça doit être clair. L'émergence que tous nous souhaitons, que tous nous proclamons, c'est devenir simplement pot de fer. C'est tout, c'est pas autre chose. Tant que l'autre ne respecte pas votre dignité, vous n'êtes que pot de terre. Même s'il loge dans vos hôtels, il vous remercie, etc., mais il vous prend pour un pot de terre. Même si vous lui ferez de champagne, le banquet, il vous prend toujours pour pot de terre. Toutes les géopolitiques et les géostratégies du monde contemporain montrent que les nations, les États, les peuples ont changé d'échelle. L'Europe, c'est 27. L'Inde, c'est un sous-continent. La Chine, c'est un grand monde. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, ils veulent être ensemble. Le Mercosur, le Brésil et les pays andins de l'Amérique. On a changé d'échelle. Les nations ont changé d'échelle. Les États aussi. On peut pas, il faut être 27. Les États, les peuples ont changé d'échelle. C'est-à-dire, de pot de terre, ils veulent devenir de plus en plus pot de fer. Et c'est cela, la mondialisation. Ce n'est pas autre chose, telle qu'elle se passe sous nos yeux. Être plus fort, protéger ses biens, son commerce extérieur, vendre ses produits, son industrie, gagner des marchés, fortifier sa monnaie, les multinationales, dominer les autres, ne pas accorder, etc. C'est ça la mondialisation. Devenir de plus en plus pot de fer pour écraser les pots de terre. Tout en vous noyant dans la mystification du développement, de l'émergence, que ça ira mieux. Donc l'Occident est très mal. On crée des mots comme mondialisation, émergence, développement, dialogue, et ça éblouit un peu les Africains, hein, puisque c'est aussi la langue étrangère. Comment dit-on mondialisation en lingala? Traduisez. Vous verrez qu'il y a un piège dedans. Oui. Donc, ça nous empêche de changer l'échelle. Et l'État-nation africain actuel, l'État-nation actuel africain doit changer également d'échelle. Tout le monde le fait maintenant. On va louper encore ça. On loupe l'électricité, on loupe le nucléaire, on loupe tout. Il y a les tournants. Pendant qu'ils se battent pour faire 27 États, nous, non. Mais il faut changer d'échelle maintenant. Parce que ça sera plus fort. On n'aura plus affaire au Portugal, on aura affaire à 27. On n'aura plus affaire à l'Italie ou à la France ou à la Belgique. Ils seront 27. Hein?
l'État-nation africain actuel doit changer aussi d'échelle et se fondre constitutionnellement. Voilà pourquoi les juristes africains doivent réfléchir. Ce n'est pas la guerre, ils doivent se fondre constitutionnellement dans l'État fédéral africain continental. Les constitutions des États doivent prévoir une clause. En cas d'État fédéral, on adhère à l'État fédéral. C'est le travail des constitutionnalistes africains qui doivent le faire. Ça, c'est nouveau. Ça, ce n'est pas les constitutionnalistes étrangers qui vont le faire ou de la coopération intérieure qui vont le faire. C'est notre affaire à nous. Et c'est ça l'innovation dans le droit africain. Car les faibles, ceux qui sont, je prends l'image de pot de terre, les faibles, les pauvres, les fragiles, les timides, les balkanisés, on attend quoi? Les balkanisés ne sont qu'au pot de terre. Avec nos gouvernements, les assemblées nationales, les institutions dites démocratiques, les économies vacillantes et les niveaux très bas scientifiques et technologiques du pays, et par ailleurs les ardeurs exégétiques enflammées. Tout le monde fait les exégèses de la Bible. Tout le monde s'enflamme pour ça. Mais voilà, mais vous n'avez pas changé d'échelle. Le gouvernement n'a pas changé d'échelle, les économies non plus, les institutions non plus, les assemblées nationales non plus. Mais vous, on est en train de renforcer le pot de terre, c'est tout. Oui. Ça résout quel problème fondamental devant la géopolitique mondiale, devant la géostratégie mondiale? Même il n'y a même pas de sécurité d'un peuple africain. On peut bombarder de l'espace. Nous, on n'y connaît pas l'espace. On peut vous bombarder en étant dans l'océan Indien. On peut vous atteindre. Voyez-vous? Donc la question de l'Afrique n'est pas encore une fois le développement, mais la création d'une puissance politique africaine. C'est ça, c'est tout. La création d'une puissance politique africaine à l'échelle continentale. Tout le reste trouvera sans délai des solutions convenables. Tout le reste. L'industrialisation, le développement, les routes, tout le reste trouvera. Il faut des États-nations africains locomotives. Parce qu'il faut qu'il y ait ceux qui amènent le train aussi. Il faut des États africains, nations à l'heure actuelle, des États-nations africains, même si tout le monde, nous sommes tous des pots de terre, mais il faut quand même que certains soient des locomotives, c'est-à-dire des leaders. Et la RDC est bien placée pour être la locomotive du nouveau panafricanisme, pour être le leader de cette grande vision panafricaine qu'est l'État fédéral africain à l'échelle continentale. Il faut des leaders. Lorsqu'un président de la République française interdit, je suis tombé sur le dos quand j'ai entendu ça. Vous savez que l'Union africaine, qui était à l'époque présidée par son Excellence le président Obiang, de la Guinée équatoriale, avait, à propos de la Libye, avait une solution négociée à proposer. Ils ont formé une délégation pour y aller. Et Sarkozy leur dit, je vous interdis de monter dans l'avion, parce que si vous passez l'espace, je vous flingue. Et bien ça s'appelle de l'irrévérence, c'est de l'irrespect. On ne parle pas comme ça à des pays qui sont souverains. Ce n'est pas que des mots, ça a un sens. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils ont la jalousie sur le bien, la richesse des Africains. Aujourd'hui, la crise économique qui secoue aujourd'hui les pays européens, ils tentent de changer l'ordre mondial. Ils tentent de chercher les moyens comme ils veulent. Parce qu'il n'a pas de possibilité de sauver la situation de la crise. Aujourd'hui, voyez-vous le problème de la Libye? On a réparti les revenus pétroliers. Ça, c'est pareil. Comme vous voulez dire que les États occidentaux se sont partagés la Libye aujourd'hui? Aujourd'hui, ils veulent changer l'ordre mondial. Ils se sont repartis la Libye pour trouver la richesse. C'est le problème qui arrive.
ça, la complicité que la Guinée équatoriale a, parce que la Guinée est un pays riche. Il y a certains États ou certains organismes ou entreprises qui ont besoin de la richesse de la Guinée équatoriale. Vous les connaissez? Non, je ne peux pas parler. Non, mais on a souvent dit que vous faisiez... C'est l'intention. C'est l'intention. Alors, vous faites l'objet de pression, Monsieur le Président, de la part des États occidentaux? Oui, toujours. Toujours? Oui. Comment ça se manifeste? Bon, politiquement. Ah bon? Oui. C'est-à-dire, par exemple, comme les biens mal acquis, par hasard? Bon, le problème des biens mal acquis, c'est récent. C'est récent. Oui, toujours, j'ai des pressions. Avec certains pays, l'ancienne puissance coloniale, peut-être je suis aujourd'hui comme membre des pays de CEMAC. Il y a la beaucoup communauté de choses. économique et monétaire d'Afrique centrale. Oui, parce que la Guinée équatoriale tente d'imposer une situation pas pour avoir la transparence dans la situation de CEMAC. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Dans la gestion des institutions de la CEMAC, oui, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Par exemple, les mêmes banques centrales, les revenus, c'est-à-dire les intérêts, ne correspondent pas à les Africains. Ah bon? Oui. Mais qui les détourne ces revenus? Je ne sais pas. Monsieur le Président, vous avez une idée? Non. Vous avez une idée? C'est l'ancienne puissance colonisatrice, la France? Oui, les puissances oui. La France, entre autres. Vous savez que j'avais une discussion avec le président Chirac, parce que j'avais mis notre moyen économique à un banc américain. On m'avait accusé d'avoir violé la convention, la règle de CEMAC. J'étais obligé d'apporter tout l'argent. Votre trésor? Oui, mais j'ai demandé l'intérêt pour pouvoir gérer bien le fonds de la Guinée équatoriale. Éclairez mon ignorance, Monsieur le Président. Comment la France intervient dans la CEMAC, dans la Banque des États d'Afrique centrale? Vous savez que la France aussi, c'est un pays membre de CEMAC. Oui, parce que la protection de la Guinée, la monnaie, est garantie par la France. Est garantie pour la France. Parce que la France, il y a des bénéfices aussi. Et elle tire de gros bénéfices? Oui, c'est ça. Beaucoup trop pour vous? Je crois que je parle seulement pour le fonds de la Guinée équatoriale. Je ne peux pas toucher les autres pays. Et maintenant, vous avez droit au chapitre puisque vos fonds sont importants au sein de cette Banque des États d'Afrique centrale. C'est le problème. C'est pour ça que vous avez demandé la rotation? Oui, c'est le problème. Parce que j'ai demandé la rotation. Aujourd'hui, le gouverneur, c'est la Guinée équatoriale. C'est un citoyen de la Guinée équatoriale. Ça, ce n'est pas... Il ne plaît pas plusieurs gens, étant membres de CEMAC, que la Guinée soit le pays qui retient aujourd'hui le gouverneur. Parce que le gouverneur, il tente d'imposer la règle de transparence. Il me semble souvent que les Africains ont peur d'être indépendants. Ils ont peur d'être indépendants. Par exemple, je suis en train d'étudier avec le président Bian comment faire pour créer au niveau de l'Afrique une banque d'investissement. Les Africains ont les moyens d'avoir une banque qui soit totalement indépendante des autres. Bon, on n'est jamais totalement indépendant dans le monde éclaté où nous vivons, mais je veux dire de prendre l'initiative. De prendre l'initiative. Au lieu d'être tout le temps dans une politique de mendicité, nous pouvons prendre des initiatives nous-mêmes. Bon, là-dessus aussi nous sommes d'accord. Donc, aujourd'hui, je pense que notre appartenance à l'Afrique, qui est le continent le moins développé du monde, doit s'exprimer en termes très concrets. Et tant que nous ne prenons pas en main notre indépendance et notre capacité à agir nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas. Moi, je connais l'histoire des chefs d'État qui m'ont rapporté qu'ils ne sont pas là, ils ne sont plus là, paix à leur âme, parce qu'ils voulaient créer une monnaie africaine, notamment Eyadema. Il a voulu, quand ils se sont réunis pour créer une monnaie africaine, on est venu l'enlever chez lui. On a menacé d'assassiner tous ses enfants. Ça, il faut savoir ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi nous nous battons. La bataille que nous faisons depuis, c'est telle que nous continuons. Parce qu'en fait, c'est une bataille qui prend des formes différentes selon les moments, mais en fait, c'est la même bataille. C'est la liberté contre l'asservissement. C'est la liberté contre l'asservissement. Bon, bien sûr, est-ce qu'on peut dédouaner, malgré tous les problèmes que l'Afrique a eu là,
que tout le monde reconnaît, dédouaner certains dirigeants qui finalement, par leur couardise, ont quelque part aussi une responsabilité. Ce que je pourrais reprocher aux dirigeants africains, c'est de ne pas être sincères envers leur peuple. J'estime que les peuples sont matures pour comprendre que quand ils sont menacés, il vaut mieux le leur dire. Puisque le pouvoir il les tient des peuples, il ne faut pas qu'ils le cachent. Qu'on a dit qu'on va les envahir s'ils ne font pas ceci. Qu'on a dit qu'on va tuer une partie de la population s'ils ne font pas cela. Parce que c'est ça aussi la réalité. Moi, je leur en veux de ça. D'ailleurs, je me souviens avoir dit à Yadema, pourquoi ne nous avoir rien dit? Il était âgé, il était embêté. Bongo, pareil, m'a dit la même chose. Sachez que être chef d'État en Afrique, en ce moment, n'est pas un cadeau. Et ce n'est pas un cadeau parce que peut-être que nos dirigeants ne savent pas comment expliquer ça à leur population qui sont prises en otage. Même souvent, on se plaint de certains marchés qu'on leur donne. Et on ne comprend pas pourquoi on le leur donne. Mais sous la menace. Sous la menace. Et vous pouvez même quelquefois penser que c'est parce que votre dirigeant ne vous aime pas. Non. C'est parce qu'il essaie de protéger. Et ils croient dans leur tête, souvent, qu'il vaut mieux ne pas inquiéter les populations. Moi, je suis de l'avis contraire. Moi, je suis de l'avis qu'il faut leur dire. D'ailleurs, je l'ai dit aussi à Bongo. On s'est vu juste une fois. Pendant 5 heures, il m'a parlé. Il y a des mois pareils. Je ne cherchais pas à les voir. Ils ont demandé à me rencontrer. Peut-être parce qu'ils voulaient consigner l'histoire et me faire dire ce qui a été. Je n'en ai jamais parlé officiellement et je vous en parle là. Oui, il est menace. Et quel que soit le dirigeant que nous aurons demain, tant que les Africains, malgré les divergences que nous pouvons avoir les uns avec les autres, je dis bien malgré, on peut ne pas avoir les mêmes opinions que Ouattara, que Biya, que Bongo, que Goodluck, que je ne sais point qui, d'autres sur le continent. Je dis, sachons faire front. Sachons faire front, car l'adversaire est terrible. Il y a aussi des oppositions drôles, des oppositions cocasses. Quand tu vois que les opposants africains n'ont d'autres inspirations que d'imiter ce qui se passe ailleurs, on a envie de pisser de rire. Quand on voit qu'il y a par exemple le CNTC camerounais, Conseil national de transition camerounais, parce qu'il y a eu le Conseil national de transition libyen, parce qu'il y a eu le Conseil national de transition syrien, on a envie d'éclater de rire. Quelle est cette opposition sans, je dirais, sans inventivité, sans créativité, sans âme? Je veux dire qu'on leur dit démocratie, ils répètent démocratie, sans se poser la question, mais de quelle démocratie nous parle-t-on? S'agirait-il d'une démocratie à bout des armes? C'est ça, on refuse, on refute. Parce que ceux qui vont venir bombarder vos pays ne vont pas vous faire de quartier. On le voit bien à la situation de la Libye, qui était l'une des plus beaux pays d'Afrique. Vous en parlez, très avancé, bien Libye, sûr. La Côte d'Ivoire. Voilà, très avancé, qui aujourd'hui se retrouve dans une situation où les gens meurent de faim. Un pays où la prostitution n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des prostituées partout. Ceux qui sont venus bombarder, soi-disant pour établir la démocratie, ont disparu dans la nature. Or, c'est ce que les peuples africains, les oppositions africaines veulent nous proposer, je leur dis 10 000 fois non. Je pense qu'il faut réinventer la politique africaine, réinventer notre propre démocratie. C'est possible. On n'a pas besoin que des modèles soient imposés d'ailleurs. Je veux dire, chaque peuple est différent, chaque peuple a sa propre histoire. 50 ans dans la vie des nations, je comprends l'impatience des peuples d'Afrique. Je comprends qu'ils veulent que ça aille vite. Mais qu'ils sachent aussi une chose, 50 ans dans la vie d'un être humain, c'est la moitié de sa vie à peine. Mais 50 ans dans la vie d'une nation, c'est rien. C'est rien. Et je dis quelque part, quand je lis l'histoire, parce qu'il ne faut pas... La réaction souvent de mes frères est souvent liée au court-termisme. Or, l'histoire des peuples, ce n'est pas du court terme. Si vous voulez avoir une vraie lisibilité de l'histoire de l'Afrique, il faut remonter au XVIe siècle, XVIIe, au moment de l'esclavage. Et là, vous allez voir que le peuple africain est un peuple admirable. Peu de peuples auraient survécu à ce que le peuple noir a vécu dans le monde. Peu de peuples auraient survécu.
D'ailleurs, on a vu avec les Indiens, ils n'ont même pas été mis en esclavage, ils ont disparu. Les Africains ont subi tout cela, à savoir que on a pris leur force, parce que les gens qu'on envoyait de l'autre côté de l'Atlantique, ce n'étaient pas les plus faibles. Hein. D'ailleurs, regardez même la constitution des Noirs américains, c'est des costauds. Hein. C'est-à-dire qu'ils faisaient une sélection. Ils prenaient parmi les Africains ce qui avait de plus fort souvent, ce qui avait de plus intelligent, ce qui avait de plus beau. Et ça s'est chiffré à des centaines de millions de personnes. Ça veut dire qu'ils ont aspiré le continent de ces forces vives. Après, on a mis ce continent sous domination coloniale, avec les travaux forcés, avec l'humiliation, avec les guerres. Je me souviens, peut-être parce que je suis un peu plus âgé que peut-être ceux qui vont nous regarder aujourd'hui, d'il y a 30 ans, dans les années 90, en Occident, on avait décrété que l'Afrique était morte. On voulait plus aider l'Afrique. On avait décrété qu'avec le sida et tout, nous allions disparaître. Là, je vous fais un témoignage vécu. Et j'étais très jeune à l'époque, désespéré. J'allais à l'Assemblée nationale faire les pieds de grue, supplier des députés français pour qu'ils nous viennent en aide. Et je me souviens qu'ils m'envoyaient tous paître en me disant « Ah, jeune femme, laissez-nous tranquille. Votre peuple est mort, c'est fini. Nous, on va à l'Est. » Ce sont des réponses que j'ai reçues des députés français. Pas une fois, des dizaines de fois. Et vous savez, je suis assez têtu. Et j'étais désespéré et je disais « On ne va pas mourir, on ne va pas mourir. » 30 ans plus tard, il y a près d'1 milliard d'Africains. C'est-à-dire qu'on a survécu. On a survécu et c'est énorme. Bien sûr que tout n'est pas parfait. Bien sûr que tout est perfectible. Bien sûr. Mais je me dis, quel peuple merveilleux. Arrêtons de baisser la tête. Même les Occidentaux n'auraient pas survécu à ce que nous avons vécu. On a survécu à tout. Et aujourd'hui, j'entends les mêmes qui vont vouloir repartir faire des guerres en Afrique pour happer les matières premières. J'entends les mêmes qui disent que l'Afrique est le continent de l'avenir. Les mêmes, qui, nous ayant abandonnés, ne l'oubliez jamais, que les dirigeants qui sont là ont été confrontés à un moment difficile. Le FMI dont vous parlez, Alain Jules, avec ces mesures, vous êtes jeune peut-être, d'ajustement structurel, avait jeté dans la rue des millions d'Africains sans emploi. Il y avait une telle misère que je voyais mes oncles qui, hier encore, me donnaient 5 000 francs, 1 000 francs pour prendre un taxi, n'avaient plus rien. L'humiliation a été extrême. J'ai du mal à oublier ce qui a été. Et je dis aux jeunes de toujours avoir la curiosité, avant de parler, avant de prendre une décision, de savoir ce qui a été. L'offensive néolibérale, elle consiste aujourd'hui à construire un nouveau discours sur l'Afrique. Un discours mensonger, mais qui marche. Qui consiste à nous dire, vous savez, jusqu'en 2007, l'Afrique, ça ne marchait pas. Mais depuis 2007, il y a un taux de croissance de 5%. Et 2010, en dépit des difficultés dans les pays riches, le taux de croissance de l'Afrique, c'est 5,5%. D'ailleurs, l'Afrique va continuer à croître et il paraît que bientôt, on sera émergent. Voici la nouvelle fable qu'il raconte dans les hautes sphères de la politique et de la finance. Et voici ce discours qui entre dans la tête et les oreilles des dirigeants africains. Les dirigeants africains n'écoutent plus, n'entendent plus. Des gens comme moi, c'est comme le chien aboie, la caravane passe, parce qu'ils sont persuadés que bientôt nous allons devenir comme la Chine, le Brésil et tout le reste. C'est excessivement grave, parce que cela veut dire que, et on n'a rien réglé, mais de but en blanc, on nous laisse entendre que le besoin colossal de matières premières de la Chine est une chance pour l'Afrique. Ça veut dire que nous ne sortons pas du schéma
et qui consiste à donner, à ouvrir les entrailles de la terre africaine pour donner les richesses de l'Afrique, on ne sort pas de ce schéma. On change seulement d'interlocuteur. C'est même pas d'interlocuteur. On appelle cela un développement. Ce n'est plus unipolaire, ce n'est pas bipolaire, et c'est multipolaire. Comme la multiplication des interlocuteurs avec le Brésil, la Chine, la Russie et le reste est considérée comme une chance pour l'Afrique. C'est grave, pourquoi? Parce que on n'a pas réglé le problème du paradigme, on n'a pas questionné le paradigme, on ne l'a pas remis en question, mais on nous invite à entrer là-dedans, mais seulement à engranger de l'argent pour des ressources dont la surexploitation débouche sur une catastrophe écologique. On est déjà dans la catastrophe écologique, mais on demande à l'Afrique d'entrer dans ce schéma-là pour continuer à offrir l'uranium, le pétrole, le coltan, l'or dont les autres ont besoin. Donc la grande bataille qui s'annonce entre l'Occident et l'Orient, entre les États-Unis et la Chine, bien sûr l'Europe cherche sa place là-dedans, mais ça c'est un autre débat. Donc c'est cette bataille qui s'annonce. On demande à l'Afrique d'être présente pour offrir aux demandeurs des matières premières ce dont ils ont besoin. Alors, et l'illusion de l'émergence de l'Afrique, les pays qui émergent, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, quand on regarde la dimension, c'est des sous-continents ou des continents. Nous sommes 53 micro-États, des petits États qui n'ont pas réussi à faire la paix à l'intérieur, qui n'ont pas réussi à surmonter les problèmes de frontières, mais à qui on fait miroiter le fait que rien que la simple organisation des élections, c'est la démocratie.